Bonjour Alexandre Geffen. Alors, vous êtes critique littéraire, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes spécialiste de théorie littéraire, de questions de théorie littéraire appliquées en particulier à la littérature française contemporaine. Et vous avez publié en 2017 aux éditions Corti Réparer le monde, la littérature française face au XXIe siècle. Et en ce mois de février 2020, vous publiez chez le même éditeur L'idée de littérature, de l'art pour l'art aux écritures d'intervention. Alors, ce sont deux essais qui se lisent vraiment très bien dans la continuité l'un de l'autre. Dans Réparer le monde, vous posiez une hypothèse forte qui était que la littérature en ce début du XXIe siècle redevenait transitive, pour le dire vite. C'est-à-dire qu'après un moment, somme toute, très situé historiquement et assez court, qui va du milieu du XIXe au début du XXIe siècle, où la littérature se caractérisait vraiment par une forme de clôture sur elle-même et sur les enjeux esthétiques, la littérature au début du XXIe siècle revient de plein pied dans le monde et de nouveau se trouve à prendre en charge des grandes questions contemporaines, l'identité, le rapport à soi, au monde, mais aussi des questions plus sociales, les inégalités, le genre et l'écologie. Alors je signale que vous nous avez donné dans le numéro de mars de la revue Esprit un article qui porte précisément sur cette question de l'écologie à l'éco-critique dans le numéro de mars. Et alors, dans l'idée de littérature, on peut dire que vous reprenez vraiment le fil de cette réflexion que vous avez développée dans Réparer le monde, en remontant finalement à ses prémices, à savoir l'idée de littérature qui est derrière cette évolution et comment nos représentations de la littérature ont évolué. Alors, vous faites le diagnostic d'une fin d'un certain idéal littéraire, caractérisé donc par l'ambition formelle, une forme de clôture sur les enjeux esthétiques, comme je l'ai dit, au profit d'une littérature qui serait davantage conçue comme un moyen, puisque comme une fin et comme un instrument d'action politique et sociale. Voilà pour situer en quelques mots le propos de ces deux essais et en particulier du dernier. Alors, vous démarrez l'idée de littérature par ce que vous appelez l'affaire Bob Dylan. Donc en 2016, quand Bob Dylan a reçu le prix Nobel de littérature, et voilà une décision qui n'a pas fait l'unanimité, qui a suscité beaucoup de réactions et de réactions critiques. Et vous évoquez, donc vous revenez sur cette affaire, et vous évoquez notamment la façon dont les réactions critiques à l'idée que Bob Dylan soit prix Nobel de littérature s'enracinaient ou étaient caractéristiques d'un régime finalement romantique de la littérature. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette affaire et sur cette qualification du régime romantique de la littérature ? Il y a régulièrement des polémiques pour les prix Nobel. Mais la plupart de ces polémiques, c'est de savoir si tel ou tel est un grand écrivain, le plus grand écrivain, un bon écrivain, un mauvais écrivain. Il est rare que la polémique se dise en des termes assez radicaux, à savoir Bob Dylan, est-il un écrivain ? Et je crois que c'est la nature de cette politique qui porte sur l'idée même, sur ce que la littérature veut dire, quel est son périmètre, qui fait sens. Hein. Alors on a eu d'autres polémiques très signifiantes, je crois, de l'état des débats sur la littérature autour du prix Nobel d'Alexeïevitch, savoir si le document relevait de la littérature, c'était aussi une question de frontières, et les polémiques politiques autour de Peter Handke, là qui sont tout à fait intéressantes parce que là, elles montrent bien que la littérature ne peut pas être dans sa tour d'ivoire. J'y reviendrai. Pour évoquer la polémique de Bob Dylan, toute une série de reproches ont été adressés au poète-chanteur. D'abord, le mélange entre les arts qui a fait problème, en oubliant que c'est tout de même quelque chose qui est bien ancien, y compris dans l'histoire du prix Nobel. Tagore a écrit des chants, et il y a de nombreux autres exemples.
L'autre élément était le caractère très, très populaire de Bob Dylan, particulièrement en France. L'idée qu'un écrivain puisse avoir du succès, c'est absolument insupportable à toute une idéologie esthétique que j'essaie d'analyser dans cet essai, pour laquelle l'écrivain voit son prestige inversement proportionnel à sa popularité. Autre élément vraiment déterminant. Par ailleurs, Bob Dylan était américain. Et quand on fait l'histoire des prix Nobel, quand on essaie de quantifier, on s'aperçoit qu'il n'y a pas tant que ça de prix Nobel américains. Et sans doute, il y a une réticence européenne à l'idée que l'Amérique, ce pays de la culture de masse et de la consommation, puisse aussi faire de la grande littérature. En somme, les débats se sont vraiment focalisés avec beaucoup de virulence sur le droit de faire rentrer les chansons de Bob Dylan à une littérature qu'il aurait fallu redéfinir, élargir, pour accepter autre chose que de la pure poésie ou des purs romans, que des œuvres exigeantes, que des œuvres réflexives, que des œuvres travaillant pour lui-même le style, toute définition plus traditionnelle, plus traditionnellement acceptée de la littérature. C'est pour ça que je suis parti de cette polémique pour essayer de comprendre le débat et le sentiment que, en fait, coexistaient aujourd'hui, disons, deux conceptions de la littérature. Une conception très, très fortement attachée à son régime romantique, qui est porté par le système scolaire, qui encore se met en valeur le grand écrivain à la française, grand écrivain qui évidemment est un homme, est blanc et n'est pas un écrivain francophone, etc. Grand écrivain qui habite des figures mythologisées du génie inspiré et surtout pas du travail. Grand écrivain qui est seul, qui ne naît pas de la collaboration, des liens, qui n'est pas l'émanation d'une culture, mais qui est au contraire contre, qui est en opposition, qui est en marge. Grand écrivain qui mène une réflexion dont la finalité ultime est le travail sur son objet même. C'est ce grand paradigme qui définit la modernité et encore plus la postmodernité, sur lequel la littérature doit être réflexive. Elle a comme objet ultime de comprendre son propre geste. La littérature interroge la littérature. Elle doit en tout cas l'interroger, jusqu'à d'ailleurs se poser la question du silence, de l'incapacité de la littérature à dire, puisque cette fragilité d'un signe autonomisé est présente dès le romantisme, comme l'a montré quelqu'un comme Jean-Marie Schaeffer. Quoi qu'il en soit, cette conception de la littérature comme monde séparé, comme absolu à lui-même, la religion qui va avec, s'oppose forcément à la version Dylan de la littérature, celle qu'on écoute entre copains, cette poésie qu'on susurre de manière très, très populaire. Le fait que la traduction amoindrisse, ou notre compréhension imparfaite de l'anglais amoindrisse notre rapport à la langue. Dylan est l'exemple d'une acception beaucoup plus large de la littérature. À un moment, il faut faire rentrer quelque part ce que les gens écrivent massivement par Wattpad, plusieurs millions d'histoires en France, ce que toutes les écritures personnelles, qui n'ont pas la consécration de la collection blanche de Gallimard, toutes les poésies que les gens écrivent par eux-mêmes, tous les travails amateurs, mais aussi toutes ces formes comme la bande dessinée, qui est quand même un art majeur, le roman graphique, ou, pour prendre d'autres interfaces,
la chanson, interface avec la musique, toutes les interfaces du théâtre avec la performance. Que faire du théâtre, que faire de tous ces théâtres maintenant d'improvisation, de documentation. À la rigueur, on peut annexer à la littérature à l'ancienne le théâtre de texte, mais que faire avec les performances poétiques d'une Chloé Delhomme, par exemple. Donc il faut bien mettre quelque part toutes ces œuvres qui pullulent, depuis les poèmes dans le métro jusqu'au rap. Eh bien, on peut soit rejeter ces productions en dehors de la littérature, soit les agréger à une conception accueillante, inclusive, extensive de la littérature, ce que je propose de faire. Ceci dit, je pense qu'une partie des gens font ce geste-là et constituent une littérature élargie qui rentre en conflit avec la littérature restreinte. Et dans les débats autour de Bob Dylan, c'était au fond la conception entre l'opposition entre une conception littéraire de la littérature littéraire, pourrait-on dire, l'expression de littérature littéraire, j'emprunte à Pierre Michaud, et une conception élargie, une conception assouplie de la littérature, accueillant toutes les formes par lesquelles les individus ou les groupes s'emparent du pouvoir de se représenter et de représenter le monde par le langage. Très bien. Alors, cette littérature littéraire, justement, pour reprendre cette expression, vous montrez bien dans les premiers chapitres de l'ouvrage, enfin dans le premier chapitre notamment, quand est-ce que cette idée se constitue, finalement dans une histoire somme toute assez récente, au 19e. Et vous montrez aussi comment elle s'enracine néanmoins plutôt dans le siècle précédent, au XVIIIe, et dans une philosophie qui emprunte beaucoup à la notion, enfin à la conception kantienne du beau, de la littérature comme horizon universel. Et vous montrez comment cette conception de la littérature nous arrive en France à travers deux figures en particulier, Madame de Staël et Benjamin Constant. Et vous dites également, ce qui pique la curiosité du lecteur, que cette conception de la littérature comme universelle, elle est concomitante de la conception de la démocratie libérale qui se formule en fait dans un moment très très proche. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette dimension historique de la littérature littéraire justement ? La démocratie libérale et la littérature sont arrivés tous les deux dans les bagages de Benjamin Constant. Clairement, il est le coproducteur de ces deux notions déterminantes de notre modernité, en les important d'Allemagne, puisque il a été sensibilisé à la Aufklärung, à l'idée que la capacité du jugement politique et esthétique étaient des universels, et à partir du moment où on décroche la capacité d'agir et la capacité d'écrire et la capacité de juger de facultés particulières, eh bien, on rentre dans quelque chose qui s'appelle la démocratie libérale et la possibilité, parallèlement, d'exercice du jugement critique, de goût, qui n'est pas lié à une position, à un intérêt particulier, mais à une capacité générale et universelle de l'esprit humain. C'est la proposition kantienne. Elle va avec une vision un tout petit peu disons, détachée de la littérature, qui doit tellement être cette universelle absolue qu'elle ne peut pas se raccrocher, elle ne peut pas adhérer, pour employer le vocabulaire kantien, aux intérêts humains, aux préoccupations humaines. Et là, effectivement, naît peut-être la possibilité d'un éloignement de la littérature, des préoccupations et des intérêts humains, mais en tout cas elle est universalisée de la même manière que la capacité politique par l'Aufklärung kantien, qui se nourrit alors de toute une série de tendances. L'idée de désintéressement, elle est largement une idée qui vient d'Angleterre, également une idée un petit peu aristocratique dans son origine, il ne faut pas le cacher, en tout cas qui est née dans les salons, où on discute librement
également des œuvres artistiques. Et tout ça féconde une vision de la littérature très, très différente de l'ancienne rhétorique, de la vision plus instrumentale, qui était héritée de l'humanisme, où la littérature était encore une communication engagée, pourrait-on dire, et une volonté de chercher des idéaux qui n'étaient pas dans un ciel littéraire, mais qui étaient dans une tradition morale, dans une tradition philosophique qui ne séparait pas le beau du bien, du vrai. Lorsque on rend absolu le beau, mais en expliquant que ce beau n'est pas le bien et n'est pas le vrai, on est assurément dans un tout autre règne, où la littérature n'aura pas à se préoccuper de la morale, elle n'aura pas à se préoccuper de pourvoyer des vérités universelles que les classiques soigneusement essayaient de dégager des savoirs anciens, mais elle pourra inventer sa propre vérité. Alors justement, dans ce moment contemporain où la littérature redevient peut-être une forme de communication engagée, vous avez évoqué la question du beau. Le beau, la question esthétique était vraiment au cœur des critères de jugement de la littérature dans ce moment, encore une fois, de la littérature littéraire. Est-ce que les critères de jugement de la littérature ne sont pas appelés à se transformer de façon très sensible aujourd'hui, dès lors que la littérature est de nouveau de plein pied dans le monde? Comment la juge-t-on? Alors, c'est une dimension très, très intéressante de votre essai. Vous évoquez les notions de justesse, vous évoquez les notions de densité, finalement d'autres sets de critères qui seront capables de nous permettre de porter un jugement sur la littérature. Voilà. Qu'en est-il sur la manière dont on va apprécier, juger de la littérature aujourd'hui, si ce n'est plus au regard de ce critère esthétique de la beauté qui a caractérisé une certaine clôture de la littérature sur elle-même? On voit encore parfois ce critère de beauté, ce critère de... J'ai écouté une émission du Masque et la Plume en venant en vélo. On emploie encore la critère de qualité de style, de beauté de la langue, mais à l'intérieur d'un vocabulaire beaucoup plus vaste où l'adéquation à l'expérience et à la vérité du monde, donc la justesse devient un critère principal. On va récuser tel ou tel roman parce qu'il sonne faux. On va récuser tel ou tel roman parce qu'il n'est pas honnête, parce qu'il n'est pas transparent. Et là, on va se débattre, oui, mais il n'a pas à être honnête, etc. Et on va réopposer l'autonomie de l'art. On va employer des critères qui vont définir le degré d'emprise, le degré de la finesse, la densité, l'intensité de caractérisation. Produite par la représentation littéraire, d'où tout un vocabulaire qui va emprunter le mot de densité. C'est quelque chose que j'emprunte à l'anthropologie. Le mot d'intensité, c'est quelque chose que j'emprunte aux réflexions sur l'expérience. Ça vient de Dewey. Le terme de justesse, c'est ce qui se développe en philosophie du langage, dans la tradition wittgensteinienne. Et tous ces critères convergent. Ils sont nourris par une appréciation qui prend en compte de manière tout à fait importante la question émotive, la question des subjectivités, et une question émotive qui prend en charge des résonances d'expérience à expérience, donc des formes de lien, des formes de communication, et pas seulement la capacité
a proposé un style dont l'originalité, dont la beauté structurelle, dont la complexité seraient les critères de définition liés à la difficulté, à l'originalité, qui eux sont vraiment attachés à cette définition romantique de la littérature. Et c'est précisément sur cette opposition entre ces deux lignes que la plupart des débats se focalisent. Écoutez, prenez une émission du Masque et la Plume, vous verrez certains valoriser un style simple et juste, opposé à d'autres qui vont dire oui, mais ce style n'est pas original. Ce style n'est pas original. Qu'est-ce qui se passe quand on oppose un style qui manque d'originalité à un style qui vise la simplicité? On oppose ces deux conceptions de la littérature, la conception esthétique ou l'originalité différentielle et le critère par excellence qui caractérise la subjectivité dans son rapport à l'inspiration, à l'absolu littéraire, et d'autre part des qualités de description, de communication, un style qui soit plus abordable, plus compréhensible, qui rattache d'ailleurs cela à la très vieille tradition, celle d'avant la littérature autonomisée, où il n'était pas problématique que l'on choisisse plutôt la simplicité plutôt qu'un style orné et complexe. En tout cas, c'est sur ces lignes de fracture que se polarise l'immense majorité de nos débats esthétiques. Alors, dans le prolongement de cette réflexion sur les critères de jugement de la littérature, il me semble qu'il y a une question que votre essai pose en filigrane. C'est celle du rapport peut-être renouvelé de la littérature à la morale. Alors, dans ce moment autonome de la littérature dont il est largement question et qui donc prendrait fin, il y a eu des moments importants comme les procès, des grands procès littéraires qui ont fait date, notamment celui qui a touché Madame Bovary, Les Fleurs du Mal, à la fin des années 1850. Et il me semble que ces procès ont participé de l'autonomisation de la littérature, de la conquête de son autonomie, au sens où la littérature n'avait plus à en rendre compte à la morale sociale. Et donc, cette désautonomisation de la littérature à laquelle on assiste aujourd'hui, est-ce qu'elle est porteuse d'un risque, mais je ne dis pas forcément que c'est un risque, mais d'une réarticulation de la littérature et de la morale? Est-ce que finalement, dans la littérature qui vient, le bon livre, ça peut être le livre qui parle des bons sujets, de la bonne manière, en fonction d'un état de la conscience, vous voyez, publique et morale sur un certain nombre de sujets? Je crois que ça l'est toujours. C'est-à-dire que même si on n'a plus de procès comme ceux de 1857, on a encore un jugement social, un jugement général sur l'acceptabilité d'un livre. Si la mise à la censure est rare, je crois que les derniers cas... c'était Rose Bonbon qui avait été écartée pour apologie de la pédophilie, ou en tout cas description valant validation de la pédocriminalité. Depuis Rose Bonbon, on a très peu de cas de censure. Je pense qu'on peut s'en féliciter. Comment donner raison au prof à Pinard contre Baudelaire et Baudelaire en 1957. Clairement, l'autonomisation de la littérature a eu de bon qu'elle a pu évoquer les objets qu'elle jugeait dignes et toutes les questions humaines, toutes les dimensions, y compris les dimensions les moins sympathiques de la vie humaine, la question du mal, la question de la criminalité, ont été prises en charge par la littérature, et on ne peut que s'en féliciter, et on ne peut que se réjouir qu'il n'y ait pas de censure a priori pour les livres, comme c'est le cas par exemple encore au cinéma, où les films sont encore visionnés.
Bon, alors il n'en demeure pas moins qu'il est très très intéressant de refaire de la littérature un outil de réflexion, d'élaboration, de pensée morale, en cessant de penser que la littérature a sa propre sphère, en acceptant de voir la littérature comme un instrument par lequel on va penser le monde contemporain, ses crises, ses problèmes. On retrouve une très très longue tradition où la littérature a toujours eu à faire de penser les dilemmes d'une époque, les contradictions d'une époque, les angoisses éthiques d'une époque. Thomas Pavel, dans La pensée du roman, montre sur la très longue durée que c'est de fait une des fonctions anthropologiques de la littérature que d'expliciter des conflits moraux, éthiques, philosophiques, juridiques qui traversent une société. Et clairement, on retrouve ce très long fil dans lequel la littérature servait à expliciter, à mettre en crise, à mettre sur la place publique des tensions, des interrogations, des dilemmes qu'il s'agissait de penser avec la littérature, par la médiation de la littérature. Entre alors en littérature toute une série de problèmes, la responsabilité de l'écrivain, la morale de l'écrivain qui revient en scène après avoir été évacué. C'est pour ça qu'on a été épouvantablement tolérant à l'égard d'un Gabriel Maznev au nom de cette irresponsabilité de l'écrivain. Une certaine partie de l'intelligentsia a justifié, a légitimé, voire a glorifié la manière dont Maznev s'en prenait à la morale bourgeoise. On est revenu de cette position d'extraterritorialité de l'écrivain pour le réintégrer au champ de la responsabilité ordinaire. Et la loi fait, je crois, justement son travail en examinant cas par cas ce qui serait susceptible de jugement dans une œuvre. Alors, bien sûr, les problèmes qui sont réouverts sont très riches, sont très complexes. Doit-on cesser de lire Céline? Le problème ne cesse de hanter nos débats littéraires. Doit-on attribuer un prix Nobel ou pas à Peter Handke? On évoquait au début de cet entretien. Les questions sont très très nombreuses et les réponses doivent être, à mon avis, toujours circonstanciées, toujours très très fines. On ne parle pas de la même chose lorsqu'on parle d'actes individuel d'un écrivain, de prise de position d'un écrivain, de prise de position qui se traduirait par l'œuvre, de prise de position qui serait non pas traduite par l'œuvre, mais qui serait simplement mise en scène par l'œuvre. On ne va tout de même pas considérer que parce que, je sais pas, un Michel Houellebecq met en scène des discours misogynes et peu amènes, c'est forcément l'auteur qui les porte. L'espace de discussion, de savoir s'il y a incongruence ou pas entre les positions politiques des personnages de Houellebecq et Houellebecq est un vrai lieu de réflexion. Gisèle Sapiro, il y a quelques mois, a essayé de répondre en reposant la question de la responsabilité de l'écrivain par rapport à son œuvre. Elle a examiné les rapports très différenciés que une doctrine pouvait avoir avec les œuvres littéraires elles-mêmes et que des conduites pouvaient avoir avec la création littéraire elle-même. Et je crois que c'est vraiment cette curiosité éthique, mais aussi cette vigilance à l'égard de ce qui serait une remoralisation outrancière de la littérature qui se pose. Les débats, d'ailleurs,
tiennent aussi bien à la manière dont une certaine droite moralisatrice pourrait vouloir réinstaurer de la censure, qu'à d'autres types de censure qu'on a pu nommer par le terme de cancel culture, hein, qui viendrait d'une certaine gauche, qui voudrait imposer un politiquement correct aux œuvres littéraires. La voie est étroite, l'œuvre et l'écrivain sont responsables. Il s'agit d'examiner les conditions dans lesquelles une pensée riche, une pensée complexe, la morale, mettant en scène des débats moraux, des postures différenciées, des incarnations différentes de la morale, peut être mise en scène. Il s'agit de regarder les œuvres du passé aussi, avec beaucoup de sérénité. Hein. Ce qui était un petit peu effrayant dans la cancel culture, c'est qu'elle rendait finalement dangereuses les œuvres du passé. Et des débats sont nés lorsqu'on a commencé à douter de la possibilité, enfin de la pertinence d'avoir mis une œuvre, un poème d'André Chénier au programme de l'agrégation, parce que le poème mettait en scène de manière un petit peu voilée une scène de viol. Or, c'est très compliqué, parce que assurément innombrables sont les œuvres du passé qui ne correspondent pas à notre représentation moderne de ce que doivent être les rapports de consentement entre les hommes et les femmes. Et clairement, même la Belle au bois dormant est réveillée dans son sommeil, hein, par un baiser qu'elle n'a pas approuvé à l'avance. En même temps, il faut quand même éviter de plaquer nos critères sur le passé au point de les censurer. Je pense que c'est intéressant de mettre en rapport, de mettre en dialogue et de poser ces questions-là, hein, aux œuvres du passé. Peut-être certaines nous seront-elles vraiment insupportables, et dans ce cas-là, effectivement, on n'est pas obligé de les lire, hein. Il y a certains statuts qu'il est légitime peut-être de faire disparaître de l'espace public. Néanmoins, si on est en permanence dans l'anachronie, qu'est-ce qui va rester de ces très nombreuses œuvres dont les paradigmes, dont les espaces de représentation n'étaient pas les nôtres. Donc je crois qu'il faut regarder tout ça avec finesse et manière vraiment collective, en faire des débats, des questions, des réflexions collectives, hein, plutôt que de jeter des anathèmes trop rapidement. Et je crois qu'il faut vraiment souligner que les nouvelles morales de l'art qui émergent dans les très nombreuses œuvres littéraires qui ont pris en charge des problématiques contemporaines, notamment celles des violences faites aux femmes, ce sont des morales riches, complexes, qui mettent en scène les processus par lesquels les crimes sont commis, qui analysent de très près, de l'intérieur, le point de vue, le ressenti des victimes, la manière dont le non-dit se répand, dont les familles se disputent, dont la société enregistre ou pas les souffrances. En tout cas, ces textes très riches, hein, là j'évoquais en fait indirectement des textes comme Le consentement de Vincent Springora ou Quand la famille est de Camille Kouchner, qui ont mis en scène pour vraiment deux cas d'espèce de violences sexuelles. Ces textes-là ont l'aptitude d'enrichir notre pensée morale plutôt que de la réduire à une moraline. Et je crois que c'est cette perplexité morale, cette réflexion morale dans laquelle on a à la fois l'urgence
hein, d'utiliser la littérature pour rappeler que oui, le consentement est un impératif catégorique. Oui, aucune forme d'inceste d'aucun ordre ne doit être tolérée par la société et que la parole sociale doit accompagner la libération de la parole des victimes. Ces formes d'affirmation ne sont pas opposées à une littérature qui va penser de manière dialogique, polyphonique, la complexité et la difficulté, hein, de certaines situations. Donc la morale littéraire n'est pas forcément de la moraline sociale. Et je pense qu'on peut demander aux œuvres littéraires de nous parler de nos dilemmes moraux, sans pour autant en faire des procès tels que ceux que menait le procureur Pinard. Alors, il y a une notion qui est très présente dans le livre et qui parcourt la table des matières. C'est la notion extension de la littérature. Puisque dans cette fin de la clôture, dans cette fin de l'autonomie, il y a le fait que la littérature est en expansion finalement. Alors, vous parlez d'extension géographique, d'extension thématique, d'extension politique. Et il y a peut-être une dimension sur laquelle je serais intéressée à ce que vous reveniez, c'est l'extension de la littérature qui conduit à une porosité de plus en plus grande de genres qu'on avait tendance à regarder comme nettement distincts. Journalisme et littérature, donc on pense évidemment au livre d'Emmanuel Carrère et cet approfondissement d'une tradition qui est déjà un peu installée aux États-Unis quand même de non-fiction, mais vous avez évoqué Alexievitch au début de cet entretien, et puis des rapports entre sciences sociales et littérature. Alors ici, à Esprit, ça va nous intéresser particulièrement, évidemment. On pense aux travaux d'Yvan Jablonka, qui déjà, il y a quelques années, a posé cette idée de l'histoire comme littérature contemporaine, et qui, dans Laetitia ou La fin des hommes, ce roman vrai, finalement donne corps à cette idée, à ce projet. Et vous-même, qui venez plutôt du champ de la littérature, vous vous intéressez beaucoup à des objets qu'on regarde traditionnellement plutôt comme sociologiques. Je pense à l'ouvrage que vous avez dirigé avec Sandra Lougier en 2020-2019 sur le pouvoir des liens faibles. Donc sur cette convergence, d'ailleurs faut-il parler de convergence, qu'est-ce qui se joue ? Est-ce que finalement l'idée qu'il y aurait des méthodes et des outils propres à chaque champ n'est plus aussi valable que ça ? Est-ce que ce qui se joue, c'est aussi que finalement c'est un rapport à l'écriture, à une certaine manière de déployer une analyse en récit qui devient centrale, qui devient commune à l'histoire, comme à la critique littéraire, comme à la littérature. Voilà, sur cet aspect-là. Une des dimensions de l'autonomie esthétique était l'autonomie du champ littéraire, hein, était littérature, ce qui n'était pas science, ce qui n'était pas sociologie, ce qui n'était pas histoire. Et chacun opposait des régimes de vérité foncièrement différents et même cherchant à s'opposer les uns les autres, hein. La littérature était un contre-discours, une contre-histoire. Elle s'intéressait à autre chose, elle montrait d'autres méthodes. Cette situation de conflit à l'intérieur des formes de discours tente à s'apaiser. D'une part, la littérature accepte ses propres hybridations, hein. Vous mentionnez le journalisme et de fait, lorsqu'un Emmanuel Carrère annonce que le journalisme est un genre littéraire autant que la tragédie, hein, c'est clairement ce type d'injonction, d'extension qu'il produit. Lorsque un Éric Chauvier appelle un de ses textes anthropologie et fait de l'ethnologie d'une femme sans abri, c'est clairement de l'annexion des méthodes de l'anthropologie qu'il fait rentrer en littérature. Et inversement, les sciences sociales sont moins effrayées
d'être littérarisées. Elles protègent un tout petit peu différemment leur régime de vérité et ne cherchent plus cette méfiance positiviste à l'égard de tout ce qui était outil littéraire. Depuis la nouvelle histoire dont Jablonka est un des continuateurs, le fait que l'historien puisse utiliser la première personne, faire de l'histoire par hypothèse ou mettre en scène des personnages est sans doute moins effrayant. Les paradigmes et les régimes de vérité restent les mêmes, simplement les modalités de démonstration se sont assouplies, la dimension nécessairement pédagogique, la dimension d'incarnation nécessaire des vérités historiques au profit de leur compréhension, de leur expérience est devenue de manière bien plus présente, en sorte que les deux champs ne s'opposent plus et se mélangent tout à fait régulièrement. Et cette littérature documentaire, cette histoire narrative, cette sociologie narrative, ces nouvelles écritures des sciences humaines et sociales, ces formes d'enquête du côté de la littérature se rapprochent très clairement à une époque où l'opposition entre ce qui serait de la fiction et ce qui serait totalement étranger à la vérité et d'un autre côté ce qui serait uniquement factuel et donc totalement étranger à la fiction tend tout de même à s'apaiser puisque on a une conscience tout à fait claire qu'il y a de la vérité, il y a une valeur de sens portée par les représentations, y compris les représentations imaginaires. Donc je crois que nous rentrons dans un régime tout à fait apaisé où bien sûr, il ne s'agit pas de comparer les bienveillantes de Little aux hommes ordinaires qui ont servi de modèle pour comprendre ce que c'était qu'un nazi sur le front de l'Est, mais néanmoins des transferts de savoir ont opéré, un texte est écrit avec l'autre, les historiens ont pu ensuite réfléchir sur ce que Little disait ou ne disait pas hein, de l'expérience des bourreaux. En tout cas, un dialogue peut se nouer et mérite d'être noué. Alors, pour conclure, ce sera ma dernière question. Cette évolution de la littérature que vous décrivez très bien dans l'essai, ce diagnostic que vous posez, il suscite des réactions critiques. C'est-à-dire que tout le monde ne voit pas d'un bon œil cette évolution que vous décrivez. Il y a pas mal d'esprits chagrins qui regrettent peut-être la littérature littéraire telle qu'elle prévalait auparavant. Je cite une phrase qui m'a frappée, qui vient de votre introduction. Vous dites « La nostalgie aristocratique, de droite, d'une littérature puissante et rare, rejoint à gauche le regret du pouvoir critique perdu de l'écriture. On regrette à la fois le magistère des belles lettres et la réflexivité contestatrice de la littérature moderne. » Alors par rapport à ça, il me semble important de souligner que votre propos, y compris le ton de l'essai, est résolument optimiste et regarde l'avenir sereinement par rapport à cette évolution de la littérature. J'ai pas pu m'empêcher de noter que le dernier mot de l'essai est le mot « espérer ». Et donc pour conclure, j'aimerais vous demander quelle est cette espérance que vous formulez à l'égard de la littérature qui vient ? Lorsque je vais dans une librairie contemporaine, je vois quoi ? Je vois ces essais de sciences humaines comme ceux de Morisot qui n'hésitent pas à mettre en scène l'enquête sur des pas de loup pour mieux comprendre les enjeux écologiques. Je vois à côté les textes de Maïs de Kerangal qui n'hésitent pas à mobiliser des savoirs pour penser la globalisation ou pour penser des questions éthiques.
je vois une littérature absolument riche de sa forme, de sa capacité d'enquête sur le monde. Je vois Florence Aubenas, comme je vois des romanciers qui mènent un jeu intense et fort, centré sur la littérature elle-même. Et après tout, pourquoi pas? Enfin, la littérature qui nous fait échapper et qui est un petit peu en rupture par rapport aux questions directement morales et directement sociales, a toute sa légitimité. Il ne s'agit absolument pas de l'interdire. Au contraire, elle contribue à sa manière aussi, par sa forme d'humanisme aussi, à notre richesse intérieure, la capacité à s'échapper dans l'abstraction d'une prose ou dans des jeux de réflexivité postmoderne, nous enrichit aussi, faire un écart par rapport aux préoccupations du monde et aux questions auxquelles nous exposent les crises contemporaines, est aussi nécessaire. Et donc je vois une très, très, très heureuse contribution de la littérature, à la fois aux problèmes les plus urgents, au court terme, au très court terme, de lois en train d'être votées, d'inquiétudes politiques en train de se manifester, de préoccupations écologiques qui n'ont jamais été aussi urgentes, et en même temps des gestes tout à fait originaux, qui renouvellent chacun à leur manière. Je vois donc autant Florence Aubenas que les romans ironiques et ultra spirituels d'Éric Chevillard. Et je crois que cette richesse doit vraiment être défendue contre l'idée d'une mort de la littérature, une mort parce que l'écrivain apparaîtrait en public, parce que les romans seraient discutés en société, ou parce que la tour d'ivoire n'existerait plus. Contre cette idée d'une mort de la littérature, je défends la richesse de la littérature, la possible coexistence de rapports à la forme très, très différenciés. On ne doit pas juger de la même manière le style d'un recueil de poésie chez Flammarion et une histoire publiée par un jeune de banlieue sur Wattpad. Mais je crois que en incluant de manière assez vaste toute une série de littératures au pluriel, je crois qu'on peut rendre compte et rendre hommage à la richesse des productions contemporaines. Jamais dans un monde où notre attention est disputée par les séries et les fermes à clics sur Internet, jamais le fait d'investir le langage n'a été aussi important, et je crois que ça se fait de manière très, très différenciée et très variée, et c'est toute cette richesse qui est celle de ces merveilleuses librairies qui nous proposent vraiment une pléiade très, très vaste, qui n'a jamais été aussi vaste de formes littéraires. Je crois que c'est cela qui me donne beaucoup d'espoir et me donne vraiment envie d'inviter à sortir de conceptions trop rigides de ce que doit être un texte littéraire pour aller à la curiosité de ce qui se produit aujourd'hui. Merci beaucoup Alexandre Geffen. Alors je rappelle le titre de votre essai, L'idée de littérature, de l'art pour l'art aux écritures d'intervention, paru ce mois de février chez Corti.